Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble aujourd'hui en direct avec mon invité, homme d'affaires, entrepreneur français spécialisé dans la restauration et l'événementiel, fondateur du MoMA Group, propriétaire de lieux emblématiques comme le Bus Palladium, l'Arc, la Pérouse, Prunier, Manco Paris ou encore le Lafayette. Benjamin Patou publie aujourd'hui Itinéraire d'un enfant raté aux éditions Fayard qui raconte aussi l'envers du décor. Derrière les paillettes, derrière les succès, une histoire de manque aussi, de reconstruction et de blessures transformées en moteur. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Benjamin Patou. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité, je suis ravie de vous rencontrer. Je tiens à vous dire, parce que je dis toujours tout à nos auditeurs, que vous avez un grand sourire aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne journée pour vous. Alors écoutez, je ne me départis jamais de mon sourire. Voilà. Ouais. Voilà, je souris tout le temps, il paraît. Je ne m'en rends pas compte. Mais c'est vrai que la vie est belle, malgré tout. Et moi, je suis le genre de personne où, quand je sors le matin et qu'il pleut, pour moi, il fait beau quand même. Voilà, donc je suis né comme ça, voilà. On va découvrir qui vous êtes dans cette émission, lentement mais sûrement, parce qu'aujourd'hui vous nous parlez de votre sourire, mais on va voir que cela a été plus difficile avec des débuts qu'on va évoquer dans un instant, avec justement le début, toujours le début. Benjamin Patou, je crois savoir que vous êtes né un 29 juin dans les années 70 à Boulogne-Billancourt, dans un milieu plutôt bourgeois. Vous allez grandir avec votre frère, votre sœur aînée, Charles et Delphine, à Neuilly-sur-Seine, avec des parents à moitié arméniens, un père diplômé d'Harvard, avocat, conseiller municipal, puis adjoint au maire de Nicolas Sarkozy, Olivier, votre papa. Mais ce qui, dit comme ça, s'avérait être une jeunesse assez dorée, s'avérait un petit peu plus compliqué lorsque vous perdez votre maman Evelyne. Vous avez 8 ans, ce qui m'amène forcément à vous demander quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu. C'est une très bonne question. Je pense que toutes les enfances ont leur lot de bonheur et de légèreté. Même intrinsèquement les pires enfances du monde. Et d'ailleurs, un magnifique chef-d'œuvre qui explique tellement bien ça, c'est La vie est belle. Voilà, donc je pense qu'on peut être dans les pires conditions inimaginables. L'enfance reste l'enfance, avec sa part de monde onirique, féerique et de décalage en fait. Donc j'ai une enfance, je pense, contrastée, c'est-à-dire que j'ai eu des moments, comme tous les enfants heureusement, heureux, et puis en même temps quelque chose de plus inconscient, de moins, je dirais, c'était moins explicite, mais il y avait en trame de fond, voilà, une chape beaucoup plus triste, beaucoup plus plombante. Donc, voilà, j'ai une enfance et heureuse et malheureuse à la fois. Voilà. Benjamin Patou, vous parlez de votre maman dans ce livre-là, et évidemment c'est un long chapitre avec une phrase assez bouleversante parce que vous dites on ne peut pas être heureux quand on n'a pas de maman. C'est la chute de mon deuxième chapitre. C'est marrant parce que cette phrase, Frédéric Beigbeder, quand il a lu le livre, c'est un des premiers à le lire, m'a envoyé un WhatsApp en me disant, en me reprenant la phrase, en disant phrase bouleversante. Donc vous avez été touché par la même phrase. Oui, voilà, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que le décor de doré, en fait, le confort matériel, tout ce qui est, tous les accessoires peuvent pas remplacer l'essentiel. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que ce manque finalement reste intact et comment vous allez vivre cette perte? Comment vous allez pousser? Parce que vous dites à un moment donné, j'ai un peu poussé comme une mauvaise herbe. Ben, c'est le concept de la résilience, c'est le concept... moi je crois que... Enfin, il y a une... c'est pas facile à expliquer comme ça parce que ça peut être mal interprété, mais dans le Talmud, la religion juive, il y a une phrase qui dit Gamzul Letova. Je précise que je ne suis pas juif, moi je suis catholique, pratiquant, croyant, mais c'est cette phrase que j'aime énormément, qui veut dire tout, dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, quoi. Tout va pour le mieux. Donc c'est vrai que c'est une philosophie,
c'est un peu tout le fil conducteur de mon livre. C'est-à-dire que quand quelque chose comme ça vous arrive, vous tombe dessus, quand vous êtes jeune, vous avez deux solutions. Soit ça vous abat, ça vous tue. Bon. Et soit vous refusez de subir, vous refusez d'être une victime toute votre vie. Et puis vous essayez de faire quelque chose de ce drame en fait que vous avez évidemment pas souhaité. Il y a une phrase à la fin du livre qui est une de mes phrases préférées dans toute, je pense, l'histoire de la littérature. C'est une phrase de Leonard Cohen qui dit: en tout être humain, il y a une faille par laquelle la lumière peut pénétrer. Voilà. Et donc mon histoire, c'est celle, je pense, de millions et de milliards de personnes en fait. Malheureusement, le drame fait partie de la vie. C'est la dimension tragique de la vie qui est absolument je dirais, inévitable. Je passe de Leonard Cohen à San Antonio, mais San Antonio, il y a une phrase aussi qui est très belle qui dit « Ma mère m'a donné la vie et la mort ». Donc en fait, on l'oublie très souvent, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous rentrez dans le processus de vie, il y a le processus de mort qui est inévitable. Et donc moi j'ai essayé de bâtir, de faire quelque chose de cette faille, et donc de tout. Oui, quelque part ça m'a donné de la force, et ça m'a endurci évidemment, et donc ça m'a donné des choses, des armes dans la vie que peut-être que d'autres enfants gâtés peut-être ont moins eu. Benjamin Patou, ça me fait réagir parce que hier j'ai enregistré une émission avec Boris Cyrulnik que nous diffuserons le jeudi 18 juin prochain, et il nous disait en effet, dans la vie nous avons deux choix, et moi je n'ai absolument pas voulu accepter le fracas. Et on voit dans votre livre et dans le processus de votre vie que c'est ce qui va se passer, parce qu'à plusieurs reprises dans la presse vous avez dit moi même si on vient d'une jeunesse dorée, j'avais rien pour réussir, j'avais pas les armes, l'école c'était pas mon truc. Vous l'écrivez beaucoup, vous étiez timide, mélancolique, perdu dans vos pensées, l'école vous en souffriez énormément, j'étais un cancre, écrivez-vous, mes bulletins étaient des catastrophes naturelles. Ça aussi c'est une phrase que Frédéric Beigbeder a repris, je crois. Et bien que votre père vous avait inscrit dans de bonnes écoles, vous n'aimiez pas ni les professeurs, ni les élèves. Il y a aussi un souvenir qui va vous marquer et qui marque aussi peut-être une vie. C'est en classe de 4e, une humiliation. Et ce genre de choses-là, quand on grandit, on le garde dans le cœur, je crois. Oui, exactement. Mais ça, on est très nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Bien sûr. C'était en l'occurrence un prof de physique en 4e qui s'appelait Monsieur Venuk, qui avait une petite moustache toute fine et qui avait un accent polonais inimitable. Et il ouvrait les sessions des remises pas d'examen, mais de contrôle. Il commençait toujours par le dernier. Et donc, il disait, on ouvre le feu avec Patou, 0. Et j'étais au fond de la classe et il fallait que je traverse toute la salle pour aller chercher ma copie, devant le regard de tous les autres élèves. Et je baissais la tête, je baissais les yeux. Et c'était, je l'ai dit dans mon livre, c'était mon walk of shame à moi. Voilà, c'était la marche de la honte. Et voilà, et donc je raconte dans mon livre également que quelques décennies plus tard, j'ai eu la chance d'être dans des films de Claude Lelouch, au casting en tant qu'acteur, qui a été diffusé à Cannes, projeté à Cannes. Et donc j'ai monté les marches avec le casting du film. Et là, j'ai vécu mon walk of fame à moi, voilà. Et donc j'ai repensé à ce moment-là précisément au petit garçon que j'étais de 14 ans, 30 ans auparavant. Et je me suis dit, ça m'a fait un petit clin d'œil, un petit clin d'œil à l'histoire. C'est une très jolie histoire que vous racontez justement dans cet ouvrage-là, et vous dites, et vous n'êtes pas le seul à le dire, et c'est assez incroyable de voir que tous les chemins se recoupent beaucoup, c'est un peu ce que vous nous dites dans cette émission, que l'art finalement va vous sauver, parce qu'il y a la peinture qui est très importante pour vous. Vous avez 17-18 ans, mais surtout vous avez un choc, une déflagration. Vous avez 13 ans, vous tombez sur un film de Claude Lelouch, et là vous vous dites finalement que tout y est. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense que tous les enfants, les adolescents et les adultes aussi sont influençables. Souvent on dit l'expression, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Voilà. Et c'est valable pour
tout type de personnes, mais encore plus les enfants. Et donc, quand vous êtes influençable, une belle rencontre peut changer le cours de votre vie. Et une mauvaise rencontre peut également pour vous apporter les pires catastrophes. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. Et si on peut appeler ça de la chance, c'est peut-être ma mère là-haut qui veille sur moi et qui a fait que ce soir-là de week-end, un samedi, je sais plus exactement quand j'avais 13 ans, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur Les uns les autres. Ce film de Claude Lelouch qui m'a littéralement captivé. Et au bout de 3h15, je suis sorti, j'étais pas le même homme. Je pense que j'étais pas le même petit garçon. J'ai compris en 3h15 plus que ce que je n'avais appris en 13 ans. Et je me suis dit accessoirement que c'est la vie que je voulais avoir. Voilà, c'était que je voulais faire ce métier. Alors, je savais pas du tout que ça s'appelait l'événementiel parce que je connaissais même pas j'avais jamais théorisé la chose. Mais se voir les gens réunis, vibrer, communier autour de la musique aux quatre coins du monde, toutes ces histoires, ces destins, ces tragédies, cette transmission, puisque c'est l'histoire sur un siècle, en fait, cette fresque avec le musique, c'est une sorte de comédie musicale les uns les autres. Bref, il y avait tous les ingrédients réunis et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc du coup, ça m'a donné envie de me plonger dans toute la filmographie de Claude Lelouch et donc j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence à apprendre la vie avec le meilleur des profs au monde, voilà, qui est le cinéma de Claude Lelouch. Vous dites « il m'a sauvé la vie » et donné le mode d'emploi. Et vous dites que ces films vous ont surtout appris ce que personne n'avait vraiment su vous expliquer jusque-là. La vie est un mélange d'amour, de chaos, de musique, de rencontres improbables et de secondes chances. Claude Lelouch, il a signé la préface de votre livre, dont les noms de ces films constituent les chapitres de celui-ci. Cette fascination pour Claude, on la comprend aisément en vous lisant. Lui qui considère que le cinéma, c'est mieux que la vie. Mais est-ce que finalement, le cinéma vous a permis à vous de mieux supporter la vie, Benjamin Patou? Mieux supporter la vie, je ne peux pas dire ça. Mais en revanche, le cinéma m'a permis de comprendre la vie et de décrypter les choses. Et ça a été, une fois de plus, je le répète, mais une formation et une école de la vie extraordinaire. Voilà. Un jour, d'ailleurs, Claude souvent dit qu'un jour, quelqu'un réalisera le film parfait et qui mettra toute l'humanité d'accord. C'est sa théorie. Ah. Et donc, à ce moment-là, ce sera sa prophétie sera réalisée. C'est peut-être pour ça que Claude Lelouch dit tous les ans qu'il arrête, mais qu'il continue parce qu'il espère voir ce film arriver. À 10 ans, Benjamin Patou, vous vous amusez à faire DJ dans une boom de classe en CM2. C'est une révélation. Quelques années plus tard, je crois à 15 ans, vous allez organiser votre première fête à Neuilly en tant que DJ et vous allez demander 5 000 francs à Nicolas Sarkozy. Oui, j'étais en seconde. On avait loué une salle pour la fête de fin d'année du lycée. Il y avait 2 lycées à Neuilly, le lycée Pasteur et le lycée Saint-James. Pasteur, c'était plutôt pour les bons élèves et Saint-James, c'était un peu pour les rogatons, enfin pour les moins bons élèves. Et donc, à la fin de l'année, on décide d'organiser la fête du lycée. Et évidemment, il fallait louer la salle, il fallait des moyens, des fonds. On n'avait pas du tout d'argent à 15 ans, évidemment. Et donc, l'idée nous est venue d'aller demander une subvention à la mairie. Donc, je suis allé dans le bureau du maire de l'époque, le grand Nicolas Sarkozy, et je suis reparti avec la subvention des 5 000 francs, ce qui m'a permis de... Voilà, donc c'est vrai que je dis toujours que le président Sarkozy a été dans mon parcours depuis le début et a toujours veillé sur moi et m'a toujours porté chance. Exactement, et puis vous a aussi offert une médaille du mérite il y a quelques années maintenant. Est-ce que c'est là que vous allez prendre conscience que vous pouvez gagner votre vie, d'une part, et vous avez aussi peut-être conscience que c'est le métier, enfin c'est votre avenir qui se joue? Alors, quand on est jeune comme ça, j'ai pas imaginé ça comme ça, en étant aussi carré. Mais par contre, j'ai tout de suite compris que j'adorais ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, parce que... Ça, j'ai tout de suite compris que c'était extrêmement... Voilà, c'était plaisant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en fait, le dénominateur commun, je pense à tous les mauvais élèves et les cancres, c'est que il faut, pour que vous puissiez faire quelque chose de travailler, il faut être passionné. Parce que s'il y a de la passion et de l'amour, bah, c'est plus du travail. En fait, c'est aussi bête que ça. Et donc j'ai adoré ça. Donc, du coup, je me suis jeté à corps perdu là-dedans.
Et pour moi, je ne le voyais absolument pas comme travail. C'était justement la récréation. Moi, j'étais au lycée la semaine, les cours la semaine, et le week-end, c'était le soir où j'organisais la soirée, c'était ma récréation, en réalité. Vous dites quelque chose de très beau dans votre livre. Je voulais réunir les gens, les faire vibrer ensemble. Vous allez créer ensuite le club des enfants gâtés avec cette jeunesse parisienne des années 90. Votre sœur Delphine, je crois, va vous aider aussi à trouver des contrats pour des soirées. Et vous décrivez aussi une époque de fête, bien sûr, mais aussi d'excès, d'alcool, où il y a quand même... On ressent dans votre vie une forme aussi de solitude, mais comme beaucoup avec la nuit. Et il y a notamment un fracas qui arrive avec un ami que vous aimez beaucoup, ce qui va devenir un moment difficile dans votre vie, mais qui va vous permettre aussi de travailler sur vous, je crois, pour mieux remonter. Oui, alors c'est une séance de psychanalyse, votre émission. Oui. J'adore parce que dans la promotion, j'ai la chance d'être invité dans beaucoup d'endroits. Et en fait, chaque journaliste a des thèmes complètement différents. Oui, c'est vrai. Donc c'est marrant. Je viens complètement à la veille, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mais bon, je m'adapte avec plaisir. Oui, voilà, c'est le deuxième drame de ma vie que j'ai vécu. La mort de quelqu'un qui a été plus que pour moi mon meilleur ami, qui était pilier essentiel à mon existence, qui est mort d'un accident tragique pour le coup. Et là, ça m'a complètement effondré. J'avais 19 ans, je crois, 20 ans. Et donc, ça en était trop, quoi. Donc là, je me suis dit, je suis tombé en grande dépression. Et donc, j'ai commencé une psychanalyse qui a duré 4 ans et demi. J'y allais 2 fois par semaine, que je payais moi-même avec mes fonds d'étudiants. Enfin, d'étudiants, non, mais de tout jeune homme. Je traversais Paris, c'était un effort, il fallait jamais rater une séance et je l'ai fait. Et ça m'a littéralement sauvé. Parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais été capable de m'adapter, d'avoir les codes pour pouvoir évoluer dans un monde sociabilisé, un monde avec ses codes. Donc je suis un très grand fan de la psychanalyse. Voilà. Je l'ai vécu, je l'ai exploré et j'ai trouvé que ce long voyage au fond intérieur de moi-même, c'était une expérience extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez fait une psychanalyse déjà. Pas encore. Mais bon, il n'y a pas aucune obligation. Soit on en ressent le besoin, soit on en ressent le besoin, soit on n'en ressent pas le besoin. Oui, mais c'est vrai que je pense que les 70 millions de Français auraient des raisons d'aller faire une psychanalyse, même les gens qui vont bien. Parce que en fait, c'est formidable d'explorer et de faire ce voyage-là. Les gens traversent la planète, font 20 heures d'avion pour aller chercher je ne sais quoi à l'autre bout du monde. Mais la paix intérieure elle est en vous, quoi. Donc vous pouvez le faire en restant à Paris et en faisant ce travail d'introspection et de réflexion sur vous-même. Et c'est ce que vous avez fait quelque part à un moment donné dans votre vie avec un voyage en Inde qui vous a aussi beaucoup apporté. Donc les deux peuvent être aussi utiles, Benjamin Patou, quelque part. Vous allez décrocher quand même votre bac, vous continuez votre carrière de DJ qui vous rapporte pas mal d'argent jusqu'au jour où vous rencontrez votre femme Émilie qui pose une condition à votre relation. Est-ce que vous diriez que vous avez aussi eu ce beau parcours, bien sûr grâce à votre audace, votre débrouillardise, mais aussi grâce à elle? Évidemment, à 100%. À 100%. Émilie m'a donné la force et m'a donné l'envie de m'en sortir. Ça a été, comme je vous l'ai dit, j'ai été complètement influencé pour le meilleur grâce à cette rencontre divine, au sens de Dieu, quoi. Voilà, pour moi, elle m'a été envoyée, elle a été mise sur ma route par quelqu'un qui me voulait vraiment du bien. Et elle m'a transcendé, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle, pour l'impressionner, pour la séduire, pour la rassurer, pour la garder, pour l'épouser. Et j'aurais pu passer complètement à côté de ma vie si elle ne m'avait pas donné son amour. Voilà. C'est très beau la manière dont vous parlez de votre femme, Benjamin Patou, et c'est assez rare parce que vous êtes un homme de l'ombre, mais aussi un homme de lumière qui évolue dans un groupe où on dit souvent que la nuit n'a pas de mémoire. Et aujourd'hui, on voit bien que la mémoire, vous l'avez gardée puisque vous mettez aussi en lumière les gens qui vous ont accompagné. Alors, on dit souvent que les paroles de la nuit ne voient jamais le jour. C'est ça. C'est un peu différent que le concept de la mémoire. Je ne pense pas que ce soit la nuit qui n'ait pas de mémoire. Je pense que la nature humaine, dans son ensemble, n'a pas beaucoup de mémoire.
C'est valable dans beaucoup de secteurs, la politique, évidemment, enfin, show business, tout ce que vous voulez. Mille exemple. C'est une nature, une éducation. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de défauts. Je plaide aisément coupable sur plein de choses que j'ai des traits de caractère qui sont pas extraordinaires. Mais en tout cas, j'accorde une importance très 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 forte au fait d'être loyal, d'être fidèle et d'avoir ça fait partie de mes valeurs cardinales. Voilà, sincèrement. Donc c'est pour ça que dans les affaires, il m'est arrivé malheureusement de croiser beaucoup de gens qui étaient, de mon point de vue, qui avaient une moralité très éloignée de la mienne, une morale très éloignée de la mienne, des valeurs très éloignées. Et j'ai souvent été déçu. Parce que tout simplement, quand vous êtes un peu naïf, ce qui est mon cas, ce qui était mon cas, ce qui est encore mon cas, même si on a du mal à le croire, je garde en moi, c'est une part de naïveté. Et donc, je ne peux pas imaginer que les autres puissent avoir des motivations malsaines, tordues. Pour moi, le respect de la parole donnée, c'est essentiel. Et c'est vrai que ça fait partie de mon apprentissage dans la douleur, dans la vie des grands, parce que j'ai connu beaucoup de gens, malheureusement, et pour qui c'était pas le cas. Benjamin Patou, à 19 ans, vous êtes directeur artistique de la Villa Barclay. À 20, vous devenez naturellement entrepreneur, fondateur de votre société Prophète, qui deviendra ensuite le MoMA Group. C'est assez énormissime. Vous êtes aussi propriétaire de lieux emblématiques comme le Blues Palladium, la Pérouse, Prunier, et corrigez-moi si je me trompe bien sûr, Manco Paris ou encore le Lafayette. Vous avez construit un empire de la fête, de la restauration, de l'événementiel. Bien que vous n'ayez pas fait de grandes études, vous êtes le témoin, selon moi, que l'on peut tout construire. Est-ce que vous diriez que c'est le mental qui joue beaucoup ? Avec quoi, finalement, vous avez tout construit ? Alors, déjà, petite rectification. Tous les lieux que vous avez cités, donc c'est vrai que j'en ai été propriétaire ou je les ai créés. Le Blues Palladium, je m'en suis séparé en 2022. Maintenant, il a été racheté par un de mes très bons amis, justement, Nicolas Saltiel, qui l'a rouvert il y a quelques semaines en hôtel. Et puis les autres, Manco et les autres que vous avez cités, sont dans MoMA Group qui a été vendu. Donc aujourd'hui, moi, je suis propriétaire uniquement avec mes associés de Lafayette, La Pérouse et Prunier. Voilà, petite rectificative. Comment on bâtit ça ? On bâtit ça avec déjà l'envie de s'en sortir, l'envie de faire quelque chose. Donc ce qu'on appelle vulgairement l'ambition, tout simplement. Moi, j'avais envie, j'ai refusé de subir. Voilà. Tout simplement, je refusais. Je voulais pas être toute ma vie le petit garçon qui va chercher sa copie à 0 devant le prof de physique, devant toute la classe. Je voulais pas être une victime. Voilà. Donc déjà, c'est la première chose. J'ai dit non, ça c'est pas possible. C'est trop dur. Je veux pas vivre ça. Ensuite, il faut, comme je vous l'ai dit, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, parce que quand vous êtes passionné, en tout cas les profils comme le mien, c'est la passion qui fait que le travail n'est plus un travail et l'effort n'est plus un effort. Voilà, c'est tout simplement, ça devient, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, c'est un kiff. Voilà, quand je vais le matin travailler, je viens prendre du plaisir. Voilà, je viens pas travailler. Et pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit que dans notre métier, pour réussir dans notre métier, il fallait 2 choses. Il fallait aimer son métier, évidemment, bien sûr, mais il fallait aussi et surtout aimer les autres, parce que aimer son métier, c'est aimer les autres. Le métier qu'on fait, nous, c'est donner du plaisir aux gens, donner du plaisir aux autres et avoir sincèrement envie de leur apporter du plaisir. On est des vendeurs de bonheur, des vendeurs de moments, des vendeurs de moments suspendus, des moments de joie, des moments de célébration. Et donc, il faut aimer les autres. Voilà. Donc, moi, c'est le premier conseil que je donne. J'ai donné une conférence la semaine dernière à l'école hôtelière en Suisse. Je disais, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites ce métier, c'est d'aimer sincèrement les autres. Sinon, c'est pas bien. Faites autre chose. Benjamin Patou, vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous pour votre livre Itinéraire d'un enfant raté aux éditions Fayard. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen.
6h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Benjamin Berman. Bonjour Benjamin. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Les sirènes retentissent cet après-midi en Galilée occidentale. Le Hezbollah affirme notamment avoir affronté des soldats israéliens au nord du fleuve Litani. De son côté, l'armée israélienne lance une nouvelle vague de frappes aériennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Ça a frappé plus de 150 cibles du Hezbollah en 24 heures, notamment dans les régions de Tyr, Nabatieh et la vallée de Beka. L'Iran est fortement affaibli militairement selon le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir. Une grande partie des capacités militaires iraniennes a été détruite et le programme nucléaire iranien aurait été retardé de plusieurs années. Ces déclarations ont été faites lors de la réception par Tsahal d'un nouvel avion ravitailleur américain surnommé Gideon. Cet avion permet de ravitailler des avions de combat en vol, d'augmenter la portée des opérations aériennes israéliennes et de transporter du matériel et des troupes. L'objectif de cet appareil, renforcer ses capacités dans les conflits régionaux, notamment contre le Hezbollah. En Allemagne, un homme arrêté soupçonné d'être impliqué dans l'attaque au couteau survenue au mémorial de la Shoah de Berlin l'année dernière. Le suspect, un Syrien identifié comme Khalaf A, est accusé d'avoir encouragé l'attaque et d'être complice de tentatives de meurtre. L'auteur principal, Wassim M, a déjà été condamné à 13 ans de prison. Le tribunal a conclu qu'il avait agi au nom du groupe État islamique. Enfin, la France connaît une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai. Certaines zones pourraient atteindre jusqu'à 39 degrés ce mercredi. En effet, à cause d'un dôme de chaleur, les températures restent très élevées depuis plusieurs jours. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange canicule. Cette vague de chaleur a déjà causé 7 morts. Et merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve à 16h sans doute pour le journal complet. Tout de suite une petite pause et c'est la suite de notre émission avec Benjamin Patou et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. On se réveille ensemble chaque matin pour 3 heures d'infos en direct de 6h à 9h. Actu, Israël, Torah, culture, société, tech, santé, humour. Des invités inspirants, des échanges sincères et toujours de la bonne humeur. À demain matin. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. אל תגלי, שאני שלך ממי אל תגלי, זה לא בגללך זה יותר בגללי, רק אל תגלי. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Benjamin Patou pour son ouvrage Itinéraire d'un enfant raté aux éditions Fayard. Évidemment, Benjamin, je ne suis pas la première à vous le dire, quand on voit la réussite que vous avez en tant qu'adulte aujourd'hui, pourquoi écrire Enfant raté ? Parce que Itinéraire d'un enfant raté, ça n'a échappé à personne, un clin d'œil, un hommage au film culte de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté, qui est mon film préféré, que j'ai vu 70 fois, qui est le film aussi préféré, je pense, de toute une génération. Je pense qu'on est des milliers, des centaines de milliers à se revendiquer de ce film extraordinaire. Ma fille s'appelle Victoria. Enfin bref, j'ai tout énormément de points communs avec ce film et cette histoire. Donc c'était au départ un clin d'œil. Il y a l'aspect de l'autodérision que j'assume totalement, qui est, je pense, un de mes traits de caractère. Voilà, d'humilité également. Après, c'était un titre qui n'était pas facile à porter parce qu'on m'a dit mais tu peux pas écrire, tu peux pas dire ça. Personne n'ira acheter le livre d'un loser. Il faut pas que tu prennes ce titre-là. Et je l'ai quasiment imposé parce que au début ça n'a pas fait l'unanimité. Et puis enfin, comme dans tout trait d'humour, il y a toujours un fond de vrai et un message vrai. Pour que plus l'humour est fort, plus il y a de la profondeur derrière. Et là, ma profondeur, c'est que effectivement, je me suis longtemps considéré comme un enfant raté, à tort ou à raison. Vous savez, l'enfance, c'est des miroirs réfléchissants. Quand on est enfant, on exagère tout, on voit tout
voilà, tout prend de l'ampleur. Quand nos parents avaient 40 ans, on les voyait comme des très très vieux. Je sais pas si vous vous souvenez l'image qu'avaient vos parents quand vous étiez petits, vous les voyez comme des... Moi, 40 ans, on se trouve très 50 ans, même extrêmement jeunes. Et tout est comme ça. Dans les pièces, la chambre, les couloirs... voilà, c'est vraiment le monde d'un tout petit qui voit le monde en grand. Il y a un miroir réfléchissant et c'est vrai que de par mon parcours scolaire chaotique, de par les complexes que j'avais, de par les traumatismes que j'ai vécus, notamment le récital de piano que je raconte au gala de fin d'année du collège, tout ça mis bout à bout a fait que je me suis toujours senti comme un enfant à côté de la plaque et qui n'était pas comme les autres. Et donc, était différent. Et quand on est enfant, quand on est différent, on est malheureux parce qu'on pense qu'il faut être comme les autres. Or, c'est une énorme erreur, c'est un énorme malentendu. Parce qu'en réalité, la différence, c'est vraiment extrêmement important. C'est magnifique à valoriser, la différence. Mais quand on est enfant, on ne veut pas être différent. Vous voyez, je pense qu'on a tous des enfants à cette table. Quand tu es à l'école, ils veulent tous avoir la même chose. Et il y a un truc qui dépasse, ça va être tout de suite, ça va prendre des proportions. Et c'est plus tard, avec la sagesse et la maturité, qu'on comprend que la différence, c'est un énorme atout d'être différent. Voilà pourquoi ce titre, que j'assume pleinement, évidemment, et qui me plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que vous avez réussi? Et qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Alors, déjà, il faut distinguer réussir sa vie et réussir dans la vie. Des choses qui n'ont absolument rien à voir. Je considère, j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire que j'avais réussi parce que déjà, en réalité, la vie, c'est comme un match de football. Je dis souvent je suis à la mi-temps de ma vie, j'ai 48 ans. Dans le meilleur des cas, il me reste une petite mi-temps à jouer. On ne peut pas décréter d'avoir gagné un match à la mi-temps. On peut mener peut-être 1-0, peut-être 2-0, peut-être bien joué et tout ça, mais on sait la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, on sait, tout le monde le sait qu'on peut du jour au lendemain, tout peut basculer et donc on ne peut pas juger d'une réussite à mi-parcours, c'est pas possible. En revanche, ce que je suis capable de dire, c'est que quand j'étais enfant et même plus tard, j'avais des rêves profonds qui me semblaient parfaitement inaccessibles, totalement inaccessibles, et qu'en réalité, par miracle, j'ai réussi à réaliser plusieurs de mes rêves inaccessibles. Donc chacun appréciera et jugera si c'est pour eux un critère de réussite ou pas, ou peut-être qu'en ce sens, j'ai quelques réussittes, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez, cette réussite que vous venez d'expliquer, elle vous satisfait, elle vous rend heureux, ou vous réalisez quand même que le choix de vie que vous avez fait dans le pro est quand même un chemin très compliqué. La vie d'un entrepreneur, surtout dans la restauration et l'événementiel, je suis assez bien placée pour en parler, reste très difficile. La vie d'entrepreneur, en général, est très difficile et c'est un grand malentendu, en fait, que les gens qui existent. C'est-à-dire qu'on pense que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et en fait, c'est comme dans tout ce qui est beau dans la vie, c'est extrêmement contradictoire. C'est en même temps la liberté par rapport au salariat où vous êtes obligé d'arriver à 9h00, à partir à 19h, vous n'avez pas le choix vous avez un chef, un deuxième chef, un troisième chef. Donc, les salariés ne se sentent pas libres. En ça, il y a de la liberté, mais en réalité, l'entrepreneuriat, c'est un asservissement, c'est un engagement. Il y a tout le monde qui dépend de vous. Quand tout va bien, c'est grâce aux autres. Quand ça va mal, c'est entièrement de votre faute. Donc, vous êtes hyper dans la solitude quand vous êtes entrepreneur. Et ça, c'est valable pour n'importe quel secteur. Que vous soyez plombier, artisan à votre compte à deux ou que vous dirigiez une boîte de 2000 personnes, c'est la même chose. Donc moi, je n'ai pas eu le choix parce qu'en fait, je n'avais pas l'état d'esprit et le mindset pour être un salarié. Tout simplement parce que je n'avais pas la rigueur. Aujourd'hui, je suis convaincu que si, à l'époque, ça ne se détectait pas, mais si à l'époque, ça se détectait, j'aurais, eu un TDAH très, très, très haute intensité. Et je pense que j'aurais été sur Ritaline il y a 30 ans et j'aurais certainement pu faire des études et certainement avoir une vie différente. Mais j'étais totalement incapable, quoi. Et l'entrepreneuriat, ça a été la réponse à ça. C'est de dire, en fait, aucun patron ne me supporterait. Donc, j'ai pas d'autre choix que d'être mon propre patron. Voilà. Et donc je me pose pas la question de dire, parce que je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, vous avez pas en vous. Et c'est hyper respectable et il faut de tout pour faire un monde. On est 7 milliards d'humains sur Terre. Heureusement que les 7 milliards ne veulent pas tous être entrepreneurs.
Sinon, on aurait encore plus de problèmes. Ou que salarié. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis né comme ça, avec cet attribut et je ne regrette pas du tout. Pour le coup, je suis hyper content. Je suis hyper content d'avoir enduré ce que j'ai enduré parce que ça m'a aussi poussé dans l'adversité qu'on s'épanouit. Vous savez, on dit toujours que le bonheur, il est dans l'épreuve surmontée. Il est dans l'épreuve affrontée. Il n'est pas dans l'épreuve esquivée. Il n'est pas dans l'épreuve évitée. En général, quand on veut éviter les épreuves, on veut prendre un raccourci. Et quand on prend un raccourci, on se paume. Très souvent. Très souvent. Vous dites aussi le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. Et ça me fait sourire, mais la phrase que vous venez de donner est bien sûr préférable, Benjamin Patou. Je sais que vous aimez l'art, vous aimez le cinéma. On vous y emmène tout droit aujourd'hui parce qu'on est mercredi sur Radio J. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Benjamin Patou. Alors, il y a eu beaucoup de films cette semaine, aussi bien au cinéma que sur les plateformes. Le choix n'a pas été simple, mais voilà mes 3 coups de cœur. Et on va commencer avec L'objet du délit, le nouveau film d'Agnès Jaoui, présenté cette année au Festival de Cannes, une comédie qui aborde le MeToo dans le monde du spectacle. Oui, ici Agnès Jaoui nous emmène dans les coulisses d'une représentation en plein air des Noces de Figaro. Un projet monté un peu dans l'urgence, avec des problèmes d'argent, de décor, des artistes imposés par les producteurs et une mise en scène confiée à une jeune femme très inexpérimentée. Et au milieu de ce chaos, une accusation d'agression sexuelle vise l'un des hommes de la troupe. À partir de là, tout devient beaucoup plus compliqué parce que chacun commence à prendre position et le spectacle lui-même finit peu à peu par être menacé. C'est les noces, c'est joyeux. Ça doit être léger, ça doit chuchoter, ça... Et puis après, ça explose. Tu avais fait tes premières noces avec moi il y a 30 ans. 30 ans déjà, oh mon Dieu. Le stress. J'aime pas quand on me touche. C'est-à-dire ? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. Voilà, ce film choral qu'Agnès Jaoui a dédié à Jean-Pierre Bacry aborde surtout ces questions-là à travers le choc des générations et j'ai trouvé très juste la manière dont il reflète notre société d'aujourd'hui. C'est un film qui est courageux, intelligent, drôle aussi et avec en plus une très belle distribution. Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eya Aïdara, Claire Schust et encore d'autres. Honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part aller le voir. Et ça vous fait réagir, Benjamin Patou? Oui, parce que j'ai eu dans mon ancienne vie, j'étais producteur de spectacles et producteur d'opéra. Et donc, c'est moi qui ai offert à Agnès Jaoui la mise en scène d'un opéra en plein air. Okay. Donc, en fait, en toute modestie, je pense qu'elle a tiré son scénario de son expérience qu'elle a vécue avec nous, grâce à nous. Et elle avait mis en scène à notre demande, à ma demande, Tosca. Et c'était l'année avant, c'est les Noces de Figaro que Julie Gaillet avait mis en scène, une metteur en scène inexpérimentée dans des opéras en plein air. Ah oui, non, tout à fait, parce qu'elle a dit que tout était vrai. Donc voilà, la partie de l'agression sexuelle, ça, heureusement, c'était pas arrivé. mais enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais c'est marrant qu'elle ait tiré un film de cette expérience-là. Je suis très content, je vais aller voir le film avec impatience. Ah oui, vraiment, c'est à voir, il est exceptionnel, vraiment. Allez, changement de décor total avec Le Virtuose, un thriller assez original avec Dustin Hoffman et Lior Raz. Oui, Lior Raz qu'on connaît surtout grâce à la série Fauda. Et puis il y a aussi dans le rôle principal Léo Woodall, révélé lui dans la série The White Lotus. Alors c'est l'histoire d'un jeune accordeur de piano doté d'une ouïe exceptionnelle, complètement hors norme. Un talent qui va attirer l'attention de criminels lorsque ceux-ci réalisent qu'il est capable, simplement grâce à son oreille, d'ouvrir des coffres forts. Il se retrouve alors embarqué malgré lui dans une série de cambriolages de plus en plus dangereux, avec tout un engrenage criminel qui commence peu à peu à lui échapper. Harry Horowitz. Le reste à payer est de $36 000. Mais où tu vas trouver l'argent ? Je vais me débrouiller. Voilà, réalisé par Daniel Roher, qu'on connaissait surtout pour son documentaire oscarisé Navalny. Ici, il change complètement d'univers avec ce thriller qui mélange suspense, cambriolage, histoire d'amour et drame intime. Et tout fonctionne vraiment très bien avec une tension qui nous tient du début à la fin. Et pour terminer, direction les plateformes avec le remake british du film Je ne suis pas un homme facile. Oui, vous savez, ce film d'Éléonore Pourrias qui était sorti en 2018 et où on suivait Vincent Elbaz dans un monde où les rapports entre femmes et hommes étaient complètement inversés. Et bien ici, avec Ladies First, Théa Sharrock, la réalisatrice, reprend cette idée portée cette fois par Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike. Alors c'est l'histoire de Damien, un publicitaire arrogant, séducteur compulsif, persuadé que tout lui est dû, jusqu'au moment où il se retrouve lui-même relégué au bas de l'échelle dans un monde où les femmes ont pris le pouvoir. Le client veut attirer les consommatrices féminines.
Après tout, elles veulent se sentir écoutées, n'est-ce pas? Elles veulent plutôt être écoutées. Alex, je suis en plein milieu d'un pitch là, mais c'est génial de vous avoir avec nous, merci. Les femmes dirigent ce monde depuis la nuit des temps. Allez, un petit sourire. Je suis où, bordel? Damien. C'est bien ma fille. Comment je me tire d'ici? Vous devez changer. Voilà, et une fois n'est pas coutume, j'ai préféré le remake anglophone, même si le film français fonctionnait déjà bien. J'ai trouvé cette version britannique beaucoup plus mordante, plus assumée aussi dans la satire des rapports de pouvoir. Et il faut dire aussi que ce genre de rôle correspond parfaitement à Sacha Baron Cohen, lui qui aime depuis toujours utiliser la comédie pour pointer les absurdités et les contradictions de notre société. En conclusion avec vous, Johanna. Eh bien, quelques jours après la fin du Festival de Cannes, difficile de ne pas garder un sentiment un peu amer autour de cette édition, entre accusations lancées en conférence de presse, questions de journalistes très politisés, déclarations accusatoires, pétitions et débats qui ont parfois largement dépassé le cinéma. On va peut-être simplement espérer retrouver l'an prochain un festival un peu plus apaisé et peut-être aussi, comme le dit très justement Agnès Jaoui à propos de son film, remettre un peu de nuance et de doute là où aujourd'hui beaucoup n'ont plus que des certitudes. Merci beaucoup Johanna Sultan, des propos très justes sur cette antenne. Tout de suite, c'est la chronique littérature avec Annabelle Chakmes. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Benjamin. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot résilience ? Je pense qu'il y a très souvent quelque chose de silencieux et d'assez impressionnant, qui est une capacité qu'ont certaines personnes de continuer à avancer alors même que tout semble s'effondrer. C'est cette force invisible à transformer les fêlures en source infinie d'énergie qu'évoque le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors ce livre, c'est Rien à perdre, d'une enfance en famille d'accueil à la création d'une entreprise valorisée à plus de 1 milliard d'euros. Les clés d'un succès de Jonathan Angueloff aux éditions Alizio. L'auteur raconte dans cet ouvrage son enfance extrêmement difficile et surtout instable, puis sa vie de jeune adulte, ses études et les rencontres qui ont changé son destin. Il explique surtout comment il est devenu un entrepreneur et investisseur immobilier prolixe, fidèle à son mantra « Le futur vous appartient, c'est à vous de l'écrire ». Jonathan Angueloff partage ici des principes simples, mais pas si évidents finalement, qui ont été les clés de ses succès, comme le goût du travail, la curiosité, la passion de ce que l'on entreprend et cette indispensable ouverture au monde. Comment Jonathan Angueloff parvient-il justement à transformer son histoire en une sorte de manuel de réussite entrepreneuriale ? Il rend les choses concrètes et surtout très simples à comprendre en puisant dans sa propre vie pour expliquer des concepts économiques qui pourraient sembler compliqués. Par exemple, il explique la règle d'or pour, selon lui, devenir riche, avec les biens actifs et passifs. Il explique qu'il a commencé à acheter de l'immobilier à l'âge de 19 ans, en commençant par 1, puis 2, puis 3, pour arriver à 10 chambres de bonne qu'il a toutes louées pour générer des revenus. Il affine son propos en écrivant, je cite, « Ça n'est pas une bonne chose d'acheter sa résidence principale avant 40 ans. Contrairement à ce qu'on nous dit, souvent, une résidence principale est un passif qui ne vous rapporte rien et pire, qui vous coûte de l'argent. Mieux vaut investir l'argent dont vous disposez dans des biens qui vont vous en rapporter, plutôt que de le bloquer dans un bien qui ne vous en fera pas gagner. » En conclusion, pour tout vous dire, ce livre a eu sur moi l'effet d'un comprimé de vitamine C et je suis ressortie de sa lecture regonflé à bloc. Parce qu'on comprend entre les lignes que Jonathan Angueloff n'a jamais subi la vie, mais en a fait ce qu'il lui a voulu. Vous l'avez déjà entendu, cet adage disant que la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, l'auteur nous prouve dans cet ouvrage le contraire. Car c'est cette soif de découverte, ce désir presque inépuisable de comprendre, qui l'a empêché de se résigner et qui lui permet aujourd'hui d'habiter le monde autrement. Comme vous, Benjamin, sans aucun doute, de la manière la plus combative qui soit. Merci beaucoup Annabelle Chakmes. Rien à perdre, d'une enfance en famille d'accueil à la création d'une entreprise valorisée à plus d'1 milliard d'euros. La clé d'un succès, c'est le titre du livre de Jonathan Angueloff aux éditions Alizio. On s'était dit que c'était une bonne idée de proposer ce livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps parce que je sais que votre livre de chevet, c'est la passion créatrice de Bernard Arnault, qui est un mode d'emploi pour tous les entrepreneurs ambitieux. Des passions créatives. Oui, créative. J'ai dit autre chose. Créatrice. Bah voilà, c'était pas très bien. Petit détail, désolé. Oui, vous avez bien raison de préciser. Ce livre-là, vous l'aimez beaucoup ? Oui. Et c'est comme était l'enfant gâté. Je l'ai lu à maintes et maintes reprises. Et c'est vrai que je dis toujours que quand on est un petit entrepreneur, c'est bien, c'est beau d'avoir un manuel comme ça, un mode d'emploi.
un guide, avec des questions-réponses, et comme ça vous pouvez transposer certaines situations. Vous dites comment il aurait fait. Je vais essayer de faire pareil, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup inspiré. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Bon, Benjamin Patou, vous nous avez expliqué au démarrage de cette émission l'amour de la psychanalyse que je me tarde de faire bientôt. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et donc c'est votre portrait dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Benjamin. Vraiment le prénom parfait pour un enfant, pour ne pas perdre de vue l'enfance. Et oui, ces 4 ans ont été tellement productifs, sont tellement maillés en vous de psychanalyse, avec cette paix, et surtout ça vient tellement bien illustrer ce savoir-faire avec l'impossible, savoir-faire avec cette perte que vous avez transformée, que vous avez transposée. D'ailleurs, transposer est effectivement un terme, un verbe qui est assez perspicace, parce que même de ce souvenir d'enfance, de ce mur de la honte, de cette école qui n'est a priori pas le lieu que vous avez envie d'investir, qui ne vous ressemble pas, et bien finalement quand le cinéma vient vous crocheter, vous prenez la dénomination l'école de la vie. Donc de toute façon, vous avez trouvé une façon de vous raccrocher à l'école, à la formation, à l'apprentissage qui vous ressemble. Donc la transposition déjà venait se faufiler dans quelque chose peut-être d'un petit peu rigide, d'un petit peu compliqué, parce qu'un trauma, faire avec, c'est sûrement pas du jour au lendemain qu'on peut l'attraper. D'ailleurs, c'est pas forcément au moment de l'enfance qu'on l'attrape. Et vous, il vous est revenu en boomerang au moment de la perte de cet homme si important, votre ami, et là, il y a l'effondrement. Et c'est de là que quelque chose peut à nouveau se relancer. Et je me disais, en vous entendant parler de l'entrepreneuriat, ça sonnait à mes oreilles comme la fondation, comme de l'étayage, comme une façon de construire quelque chose qui était peut-être sur le point de s'effondrer. Ça met quelque chose pour s'appuyer, pour se remettre en contact avec les hommes, et surtout pour ne pas perdre de vue cet amour qui vous a été transmis et qui n'a pas, puisque l'amour de votre vie est parti rapidement, qui n'a pas peut-être pu s'attraper tout de suite. Mais là encore, l'amour s'est refaufilé, et vous dites que le fait de travailler dans la restauration, s'il n'y a pas d'amour, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas ce qu'on fait, ça marche pas. Donc c'est vraiment intéressant chez vous, comme tout ce qui est remis de côté arrive à se refaufiler pour pouvoir faire un bouquet encore plus superbe. Alors les valeurs de loyauté, de fidélité, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi très intéressants, et encore une fois un hommage à l'enfance où c'est si important, ces valeurs-là. J'ai l'impression que chez vous il y a à la fois le côté très averti, très sage de tout ce travail, parce que c'est quand même un travail de faire une psychanalyse, et c'est peut-être pas toujours aussi rigolo qu'un autre travail, mais il y a ce côté-là, et cette part de l'enfance, finalement, elle ne veut pas disparaître, puisque c'est le moment où s'est produit ce déclencheur. Et je voyais de temps en temps un petit sourire qui peut-être rappelait ce petit garçon qui est maintenant aussi un homme assez sage, mais pas trop sage, parce qu'il faut quand même bien se lancer à faire preuve d'audace et se frotter à beaucoup d'autres choses pour papillonner. Alors quand je dis papillonner, il ne s'agit pas d'infidélité, mais c'est se promener dans de nouveaux projets, d'autres découvertes, qui fait que vous n'en avez jamais fini. Alors, à côté de la plaque, avez-vous dit, mais qu'est-ce que ça peut être cette plaque? Alors je me dis peut-être, est-ce que cette plaque ce serait, mais qu'est-ce qu'on attendait de moi au fond? Parce que finalement, on n'est pas venu me dire « je voudrais que tu sois ça », c'était à moi de le construire. Alors finalement, encore une fois, cette plaque, c'est encore un matériau pour continuer à construire et élaborer, que ce soit de l'entrepreneuriat ou sa propre personnalité qui est loin d'être terminée. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J? C'est qu'il y a un après le trauma, et que l'amour, ça ne disparaît pas, et que ça se glisse même dans le travail.
que l'entrepreneuriat, ça ne vous lâche pas. Et que la rencontre féminine, Émilie, est venue là aussi soutenir et vous relancer dans ce qui peut-être au départ n'était pas si évident. Alors on a parlé de rater. Et le ratage de l'école, finalement, c'est le fait de se relancer ailleurs. Donc le ratage, ça peut être une fabuleuse opportunité de recommencer, de s'autoriser à recommencer pour mieux redécouvrir ce peut-être à côté de quoi on est passé ou qu'on a oublié. Et que la réussite, c'est de rester dans le mouvement de la vie et continuer encore et toujours à s'émerveiller. Merci beaucoup. Merci Véronique pour vos mots. Zana. Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Benjamin Patou. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler de votre livre Itinéraire d'un enfant raté aux éditions Fayard. Merci vraiment beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Merci de m'avoir invité. Voilà, et merci pour votre intérêt et vos questions. Merci beaucoup. On finit avec une chanson que vous aimez beaucoup, je crois, de Calogero. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui était Anna Noukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Sandrine Quétier. En attendant, c'est la suite de vos programmes sur Radio J. À demain sur Radio J.